Le VIH, juste 3 lettres. 3 lettres qui, pendant des décennies, ont semé la peur. Mais l'histoire de ce virus, c'est aussi, et peut-être surtout, l'une des plus incroyables réussites de la médecine moderne. On va voir ensemble comment la science a complètement transformé l'une des pandémies les plus redoutables en une condition médicale gérable au quotidien. Franchement, cette phrase, elle est glaçante, non? Elle dit tout. Elle nous replonge dans une époque pas si lointaine, une époque d'impuissance et de peur. C'était le temps des diagnostics qu'on chuchotait, des regards qui fuyaient. Un diagnostic de VIH, ce n'était pas juste une mauvaise nouvelle, c'était une sentence. Mais heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, le script a été complètement réécrit. Ce n'est plus une tragédie, c'est une histoire de résilience, de transformation. On va retracer ensemble ce chemin incroyable qui nous a vraiment fait passer de l'ombre à la lumière, du désespoir à une gestion quasi normale d'une maladie devenue chronique. Alors, pour bien comprendre cette victoire, il faut faire un petit retour en arrière. Imaginez un peu le début des années 80, une époque de confusion totale où le monde a découvert, un peu médusé, un nouvel ennemi qui n'avait ni nom ni visage. Et à partir de là, tout s'emballe. 1981, première alerte. Les médecins américains remarquent une pneumonie très rare chez de jeunes hommes, pourtant en pleine santé. C'est étrange. 2 ans plus tard à peine, hop, en France, à l'Institut Pasteur, on identifie enfin le coupable, un rétrovirus. Et puis en 1987, le premier traitement arrive, l'AZT. C'était loin d'être parfait, mais c'était une première lueur d'espoir, c'était un début. Ok, on a un ennemi, on a une première arme, mais pour vraiment le combattre, il faut comprendre comment il fonctionne, quelle est sa stratégie. Les scientifiques se sont donc lancés dans une véritable course contre la montre pour décrypter le mode d'emploi de ce pirate microscopique. Allez, on regarde ça de plus près. Alors voilà la bête. Il faut le dire, c'est une machine incroyablement bien conçue. Sur son enveloppe, on voit ces sortes de clés, les protéines GP120, qui lui permettent de s'accrocher à nos cellules. À l'intérieur, il y a son plan d'attaque, son ARN, et surtout 3 outils, 3 enzymes absolument cruciales, la transcriptase memberse, l'intégrase et la protéase. Il faut bien retenir ces noms parce que c'est précisément elles que les médicaments vont chercher à bloquer. Et sa stratégie, elle est diabolique. D'abord, il s'accroche à une cellule et il y injecte son matériel. Ensuite, il utilise son premier outil, la transcriptase inverse, pour en quelque sorte traduire son code ARN en ADN, pour qu'il parle le même langage que nos cellules. Malin, hein? Après ça, avec son deuxième outil, l'intégrase, il insère son ADN viral au cœur de notre propre ADN. À partir de là, la cellule est piégée. Elle devient une usine à fabriquer des milliers de copies du virus qui vont ensuite infecter d'autres cellules. Mais le plus malin dans tout ça, c'est qu'il ne s'attaque pas au hasard. Le VIH a une cible bien précise, le lymphocyte T CD4. Pour faire simple, il faut voir notre système immunitaire comme une armée. Eh bien, les cellules CD4, ce sont les généraux. C'est eux qui donnent les ordres, qui coordonnent toute la défense. Et le virus, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque directement les généraux. En faisant ça, il ne gagne pas juste une bataille, il démantèle toute la chaîne de commandement. L'armée est paralysée. Face à cette stratégie virale impeccable, la science n'avait pas le choix. Il fallait inventer une contre-attaque au moins aussi ingénieuse. Et c'est là que l'histoire bascule. C'est le début de la riposte. Au début, on y est allé avec une seule arme, l'AZT par exemple. Le problème, c'est que ce virus est un vrai caméléon, il mute sans arrêt. L'analogie du coffre-fort est parfaite. Avec un seul cadenas, le virus finissait toujours par trouver la faille. Et puis, en 1996, c'est la révolution, la fameuse trithérapie. L'idée est géniale. Au lieu d'un seul cadenas, on en met 3, et de types différents. Le virus ne peut tout simplement pas trouver les 3 clés en même temps. La résistance devient quasi impossible, et là, tout change. Et quand on regarde cette chronologie, ce qui est absolument dingue, c'est la vitesse de l'innovation. Pensez-y. En moins de 10 ans, entre 87 et 96, on est passé de traitements qui offraient quelques mois de sursis à des thérapies qui sauvaient des vies. Et ça ne s'est pas arrêté là. Après, l'objectif, c'était de simplifier la vie des gens. En 2006, premier comprimé unique. Aujourd'hui, on parle d'injections tous les 2 mois. La trajectoire est juste spectaculaire. Forcément, avec des progrès pareils, la discussion autour du VIH n'a plus rien à voir. La question, aujourd'hui, ce n'est plus comment survivre, mais comment bien vivre. Et ça change tout. Et on arrive à un point absolument fondamental. Sans doute la plus grande révolution de ces dernières années. Le fameux I égale I pour indétectable égale intransmissible. En clair, ça veut dire qu'une personne séropositive, sous traitement efficace, a une quantité de virus dans le sang si faible qu'on dit qu'elle est indétectable. Et si cette charge virale est indétectable, cette personne ne transmet pas le virus. C'est un fait scientifique. Et cette simple information est une arme massive contre la peur et les préjugés.
Donc aujourd'hui, vivre avec le VIH, c'est gérer une maladie chronique, comme on gérerait un diabète. C'est avoir une espérance de vie normale, la même que tout le monde, en suivant son traitement. C'est pouvoir avoir des enfants sans risque de transmission. Médicalement, le virus est maîtrisé. Le véritable combat qui reste, il n'est plus dans le corps, il est dans la société, contre les idées fausses qui persistent. La science a fait un travail monumental. Elle a transformé le virus. La question, maintenant, c'est de savoir si notre regard, lui, a suivi. Le défi aujourd'hui n'est plus vraiment dans les laboratoires. Il est social, il est dans nos têtes, dans nos conversations. La vraie question qu'on doit se poser est donc simple. Est-ce qu'on est enfin prêt, collectivement, à mettre à jour nos mentalités pour en finir non seulement avec l'épidémie, mais aussi avec les discriminations qui l'a toujours accompagnée ?